Nous n'avions que 4 jours et un tout petit budget pour nous dépayser de notre hôpital quotidien. Le hasard des billets dégriffés sur Internet nous a envoyés sur cette île perdue dans les brumes du Nord où chacun nous promettait froid et pluie. À peine arrivés, nous quittons l'hôtel en comptant bien profiter du jour sans fin pour explorer Reykjavik. Nous longeons la mer par l'avenue Seibro pour rejoindre le centre-ville. Au passage, nous découvrons la maison Ovdi, ancien consulat de France, célèbre depuis que s'y est tenu le sommet Reagan-Gorbatchev en 1986. Mais ne nous demandez pas la signification de cette allée pavée, elle reste un mystère pour nous. Nous quittons le bord de mer en remontant la rue Fracastigur qui conduit à la cathédrale, devant laquelle se dresse la statue de Leifur Eriksson, fils d'Éric le Rouge et découvreur de l'Amérique du Nord. Du haut du clocher, toute la ville se révèle. Avec 108 000 habitants, elle concentre les 2 tiers des Islandais. Heureusement, la vieille ville est assez petite, s'étendant entre le port et Jornin, le petit lac, où se rassemblent sternes, canards et oies cendrées. Dans le vieux port sommeillent 4 baleiniers, reconnaissables à leur vigie en haut de mât et au H de Gvalur, baleine en islandais, frappée sur la cheminée. Sur le quai, les tonneaux et le sel attendent les prochaines morues. C'est sous un ciel gris que nous prenons la direction du sud par la route numéro 1, celle qui fait le tour complet de l'Islande. Après une centaine de kilomètres, nous atteignons la plaine d'Hela que dominent les 1491 mètres du volcan Hekla. Nous faisons une halte aux chutes de Seljalandsfoss. C'est en prenant le petit sentier qui passe derrière la chute que l'on prend conscience de ces 44 mètres de haut. Les oies sauvages nous indiquent la direction Skogafoss, chute de 60 mètres, sous laquelle se trouverait le trésor de Tarsi, l'un des premiers colons d'Islande. On dit qu'un jeune garçon qui voulut le récupérer ne réussit qu'à repêcher un coffre vide dont l'anneau a longtemps orné la porte de l'église de Skogar. Mais l'or brille toujours dans l'écume de la chute lorsque le soleil la fait scintiller. Un grand soleil nous surprend dès le réveil. Nous ne verrons d'ailleurs jamais la nuit durant notre séjour. Nous partons cap à l'est pour rejoindre Þingvellir.
Nous traversons le plateau volcanique, quasiment désertique, avant de longer le lac de Þingvallavatn, le plus grand d'Islande, avec 114 mètres de profondeur. Þingvellir est un site exceptionnel où le rift atlantique se prolonge en surface par de grandes failles parallèles. La rivière Oxara se jette dans l'Almannagjá, la gorge des anciens, en une superbe chute d'où s'échappe parfois un arc-en-ciel. Elle se déverse ensuite dans le lac Þingvallavatn en passant par la mare des femmes, où l'on noyait au Moyen-Âge les femmes infidèles et les sorcières. Mais Þingvellir est aussi un haut lieu historique où se réunit dès 930 l'Alþing, le premier parlement du monde. Une piste carrossable nous permet de franchir le col qui nous sépare du site de Gésir. Sur 500 mètres s'échelonne mare de boue en ébullition, source d'eau bouillonnante et bien entendu geyser dont le nom vient du gésir qui, bien qu'indiqué comme quasiment inactif, nous a surpris d'un puissant panache blanc. Son voisin Strokkur, ce qui signifie la baratte, est plus régulier et vomit toutes les 5 minutes une bulle bleue qui éclate en un jet de 30 mètres de haut. À 5 km de Gésir se trouvent les chutes d'Ulfoss. Les eaux boueuses de la rivière Hvita se jettent en une cataracte de 32 mètres de haut dans une gorge étroite remplie d'embruns dans lesquels le soleil dessine de temps en temps un arc-en-ciel. Nous suivons la rivière Hvita qui, à travers les plaines volcaniques, nous amène au bord de mer où nous découvrons une ancienne sécherie de morues. Plutôt que de rentrer directement à Reykjavik, nous faisons un crochet jusqu'à Grindavik pour nous baigner dans le lagon bleu. Le fond est recouvert d'une vase argileuse bleutée aux vertus thérapeutiques si l'on en croit le nombre d'Islandais qui s'en couvrent la peau. L'eau qui l'alimente sort de terre à près de 100 degrés et est exploitée tout à côté par une usine géothermique. C'est une surprenante impression que de se baigner dans une eau aussi chaude alors qu'il fait à peine 4 degrés dehors. Nous poursuivons jusqu'à l'extrême sud de la pointe de Reykjavik pour admirer les falaises tourmentées qui abritent une réserve naturelle d'oiseaux. Bien que rentrant à une heure tardive, nous ne voyons toujours pas le début de la nuit. Nous reprenons la route numéro 1, cette fois-ci en direction du nord-ouest, pour faire le tour de la péninsule du Snæfellsnes. Jusqu'à Bjødir, la côte sud forme une étroite plaine coincée entre la chaîne volcanique et la mer, propice à l'agriculture et à l'élevage. Le premier habitant du Snæfellsnes fut le troll Barda. Ce géant vivait dans une ferme avec ses 3 filles qui allaient souvent jouer sur la plage avec les fils du fermier voisin. Un jour, l'un des fils, Arnar,
s'amusa à faire monter l'aîné des filles sur un gros iceberg qui dérivait près de la côte. Mais celui-ci se brisa et la fille fut emportée au large. On dit qu'elle dériva jusqu'au Groenland. Bardar, fou de rage, jeta Arnar dans la mer du haut d'une falaise qui s'appelle depuis Arnarstapi. Le Snaffles se termine par le Snaefellsjökull, imposant volcan endormi, couronné d'un glacier immaculé où Jules Verne situe l'entrée de son voyage au centre de la Terre. À ses pieds s'étend la petite ville d'Arnarstapi, qui compte encore quelques maisons traditionnelles, aux murs et aux toits recouverts de terre pour isoler le froid. Près du bord de mer se dresse une statue qui contemple le glacier. Est-ce le troll Bardar ou Thor? Non loin, la petite statue de Gudridur nous rappelle qu'elle donna le jour au premier Européen né au Nouveau Monde. À 1 heure de marche, on atteint les falaises Tufubgard, propices à la nidification des mouettes tridactyles. À leurs pieds s'étend une chaussée d'orgues basaltiques rappelant la chaussée des géants d'Irlande du Nord. En chemin, nous nous arrêtons pour une ascension du volcan Elborg qui étale son cratère de 200 mètres de diamètre, 66 mètres au-dessus des champs de lave. L'Islande compte plus de 200 volcans, dont 33 ont encore une activité régulière. La dernière éruption a eu lieu en l'an 2000. À Ólafsvík, nous retrouvons des maisons traditionnelles transformées en musées maritimes. Les rostes et les côtes de baleines rappellent l'importance de cette pêche pour les Islandais. La piste qui longe la côte nord de la péninsule du Snaefels nous mène à Grandafjordur. C'est un petit village de 850 habitants, entouré de crêtes montagneuses culminant à 900 mètres. De l'autre côté de la baie se détache le mont Kirkjufell, l'église. Stykkishólmur est une petite ville très active de 1200 habitants, aux maisons très colorées. Les lignes très futuristes de la nouvelle église révèlent le caractère très entreprenant de la ville. C'est le premier port de pédoncle d'Islande. Nous rejoignons Reykjavik en passant par Borgarnes, au large de laquelle disparut Jean-Baptiste Charcot lors du naufrage du Pourquoi pas, dans la nuit du 15 au 16 septembre 1936.
À 5 heures du matin, nous nous envolons en jetant un dernier regard au Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe qui recouvre 3 volcans.